Il y a un peu moins de 4 millions d'années, l'un des événements les plus significatifs de l'évolution récente s'est produit dans une parcelle de forêt apparemment banale, dans ce qui deviendrait un jour l'Éthiopie. Un singe ne mesurant pas plus d'1,75 m est descendu des arbres vers le sol. Cependant, lorsque ses pieds ont touché les hautes herbes de l'ancienne savane africaine, ses mains ne l'ont pas fait. C'était Australopithecus afarensis, très probablement le premier de nos ancêtres capable de marcher debout pendant une longue période, et une espèce qui allait révolutionner le monde du Pléistocène avec ses descendants et ses proches parents. Ce singe, bien sûr, allait finalement devenir nous, Homo sapiens. L'histoire de la recherche sur Afarensis est aussi étendue que les vastes plaines où cette espèce s'est initialement aventurée. Sur les prairies, ce n'était pas simplement une course vers le sommet. Australopithèque a dû faire face à certains des animaux les plus redoutables du Pléistocène, alors qu'il s'étendait à travers l'Afrique subsaharienne et la domination des écosystèmes était bien hors de portée. Cependant, au fur et à mesure de son évolution, l'Australopithèque allait provoquer de grands changements dans les environnements où il vivait, ce qui mènerait à l'apparition d'espèces ultérieures comme Homo habilis et Homo erectus, montrant les premiers signes clairs que les humains étaient là pour rester, partout et pour longtemps. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire naturelle de cette espèce unique de primates. Nous verrons à quoi ressemblait ce singe, où et comment il vivait, et comment il a finalement été découvert par ses descendants plus avancés. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous vous présentons Australopithecus afarensis, l'un des tout premiers ancêtres de l'homme. Un singe des plus inhabituels. Si vous vous retrouviez face à face avec un Australopithecus afarensis vivant et respirant au cœur des époques du Pliocène et du Pléistocène, il y a de fortes chances que, malgré vos différences, vous puissiez reconnaître un peu de vous-même dans la créature qui vous regarde. Ce singe différent des humains était couvert d'une fourrure similaire à celle des bonobos et chimpanzés actuels. Il avait une arcade sourcilière proéminente au-dessus des yeux, une crête sagittale au sommet du crâne comme un gorille et, une fois adulte, mesurait probablement entre 1,50 m et 1,65 m. On pense que ces créatures étaient fortement dimorphiques sexuellement, et vous seriez probablement capable de distinguer un mâle d'une femelle afarensis en les regardant. Les mâles étaient non pas nettement plus grands et plus corpulents que les femelles, mais des recherches supplémentaires sur le poids des individus femelles sont nécessaires pour déterminer exactement de combien en moyenne. Australopithèque afarensis était la première espèce connue sur la lignée des primates qui allait mener aux humains et qui était nettement plus proche de l'humain que du singe. Les vertèbres de ces singes sont à peu près de la même largeur que les nôtres et leur auraient permis de marcher comme nous, se tenant droit au-dessus des hautes herbes pour avoir un avantage sur les prédateurs qui pouvaient se cacher dans la végétation. La largeur des vertèbres a peut-être aussi joué un rôle en permettant à l'Australopithèque d'acquérir la dextérité et la coordination œil-main dont il avait besoin pour commencer à manipuler son environnement et développer ses fonctions motrices avant ses parents restés dans les arbres. Des fragments de côte d'Australopithèque découverts en Afrique montrent une cage thoracique en forme de cloche, caractéristique qui avait évolué chez cette espèce, légèrement différente de la forme en tonneau que nous possédons aujourd'hui. Proportionnellement, les bras de l'Australopithèque afarensis étaient beaucoup plus longs par rapport à la taille globale de son corps que ceux des humains modernes. Certains scientifiques ont interprété cela comme une adaptation conservée qui aurait aidé les singes à grimper dans les arbres lorsqu'ils en avaient besoin, par exemple pour échapper à un danger approchant au niveau du sol. D'autres soutiennent qu'il ne s'agissait guère plus que d'un trait basal hérité de ses ancêtres arboricoles, qui était en train d'être éliminé par l'évolution afin de mieux s'adapter à une vie entièrement terrestre. De plus, il existe de nombreuses similitudes entre les mains d'Australopithèque et les nôtres. Ses doigts sont très flexibles et pouvaient être recourbés pour tenir et manipuler des objets comme des pierres et des bâtons avec plus de force et de contrôle que les autres singes. Mais il aurait probablement eu du mal avec des objets plus grands et plus sphériques en raison de l'amplitude de sa prise. Aussi remarquable que soit l'adaptation à la marche debout, Australopithèque afarensis ne se déplaçait probablement pas de cette manière en permanence. Alors que les os du talon retrouvés dans les pieds préservés d'Australopithèque montrent des adaptations similaires à la marche, tout comme nos propres squelettes, le gros orteil restait encore partiellement mobile.
Cette caractéristique, observée chez les primates arboricoles, peut gêner la capacité de marche d'un singe tout en facilitant sa locomotion dans la canopée. Aujourd'hui, nos gros orteils ont perdu l'habileté que possèdent les chimpanzés. Mais dans un monde où nous n'étions pas au sommet de la chaîne alimentaire, cela pouvait représenter un véritable sauvetage. Bien qu'Australopithèque afarensis ait été proche de l'humain, il n'était pas tout à fait un humain. Si nous devons classer tous les primates humains comme appartenant au genre Homo, alors Australopithèque était un prédécesseur sur la voie de l'humanité. C'était un homininé qui présentait de nombreuses caractéristiques communes aux humains modernes, étudiantes et aux singes. Mais il y a trop de différences entre afarensis et, disons, Homo habilis pour regrouper cet animal avec les humains. Cependant, c'est une étape essentielle sur le chemin qui mène jusqu'à nous, et les scientifiques en ont beaucoup appris au fil de leurs nombreuses années d'études de cette espèce. Découverte d'une dynastie. Alors qu'Australopithecus afarensis est une espèce de singe bien mieux comprise et plus ancienne, c'est un proche parent. Australopithecus africanus a été découvert et nommé en premier. Au milieu et à la fin des années 1920, des fossiles appartenant à des hominines archaïques en Afrique étaient en découvert de plus en plus fréquemment. La majorité de ces découvertes ont été attribuées à Africanus, mais avec le temps, il est devenu de plus en plus évident qu'il y avait plus d'une espèce de singe australopithèque dans les savanes d'Afrique à la fin du Pliocène et au début du Pléistocène. Le premier exemple d'un fossile qui serait plus tard attribué à la nouvelle espèce, Afarensis, était une mâchoire supérieure déterrée par Ludwig Kohl Larsen, un explorateur allemand sur les rives de la rivière Garoussi en Tanzanie. La découverte a été faite en 1939, mais ce n'est qu'en 1948 que le paléontologue Edwin Hennig a proposé un nouveau genre pour ce fossile, Prianthropus. Au cours de la décennie suivante, les paléontologues et les anthropologues allaient expérimenter le nom et la classification de cet os, discutant de son placement dans des genres nouveaux ou déjà établis. Pendant que le débat se poursuivait sur la place de cet os dans les archives fossiles, d'autres découvertes étaient faites par des chercheurs tels que Mary Leakey, Eve Coppens, Maurice Tabe et Donald Johanson. Ces noms sont très importants dans le domaine de l'anthropologie et de l'étude des humains archaïques, et ces personnes allaient en s'avérer inestimables alors que les scientifiques commençaient à chercher les origines de l'humanité en Afrique. Il ne fallut pas longtemps avant que l'un des fossiles les plus célèbres de toute la paléontologie ne soit mis au jour. Le 24 novembre 1974, Donald Johanson et son étudiant diplômé Tom Gray, alors qu'ils menaient une fouille à Hadar en Éthiopie, ont fait une découverte exceptionnelle. Là, dans le sol, préservé depuis plus de 3 millions d'années, se trouvait le fossile d'homininé ancien le plus complet connu à ce jour. Ils l'ont appelé Lucy, d'après la chanson des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, qui passait à la radio autour de leur campement ce soir-là. Environ 40% du squelette de Lucy avait été préservé exactement à l'endroit où elle s'était morte, il y a environ 3 200 000 ans avant sa découverte. Après sa découverte, elle allait devenir mondialement célèbre, alors que les descriptions et les reconstitutions de son espèce commençaient à affluer. Ces os ont fait une tournée de 6 ans aux États-Unis d'Amérique et sont maintenant conservés au Musée national d'Éthiopie à Addis-Abeba. Son squelette n'est pas exposé au public et une réplique en plâtre est placée à sa place afin d'éviter d'endommager le fossile inestimable. Pour l'instant, on ne sait pas comment Lucy a trouvé la mort, car son squelette ne montre pas beaucoup de traces de prédation ou de charognage par les nombreux prédateurs de l'Afrique du Pliocène. Elle était adulte mais pas âgée, et la seule blessure visible sur ses os est une marque de dents de carnivore sur le côté gauche de son os pubien. En 2016, une hypothèse a été avancée selon laquelle Lucy serait morte après être tombée d'un arbre haut, mais Donald Johanson n'était pas d'accord avec cette idée car il n'y avait pas suffisamment de preuves visibles de traumatisme ou de fractures osseuses qui seraient présentes dans un tel scénario. En 1978, 4 ans après la découverte de Lucy, ces os furent attribués à une nouvelle espèce, Australopithecus afarensis, le terme afarensis rendant hommage à la région de l'Afar où ces os ont été mis au jour. Après l'établissement de l'espèce, d'anciens os d'Afarensis autrefois attribués à Africanus furent réaffectés, et d'autres ont été découverts depuis.
Des découvertes pourtant plus récentes incluent des squelettes partiels à travers la région de l'Afar, ainsi qu'un spécimen découvert en 2015 sur le site paléontologique de Wuransoomil, ailleurs en Éthiopie. Australopithecus afarensis reste valide à ce jour, et les scientifiques continuent d'en apprendre davantage sur cette espèce d'une importance capitale. Des découvertes plus récentes, comme un crâne provenant de la région de Wuransoomil, découvert en 2019, pourraient être bien plus anciennes que Lucie, remontant à environ 3,8 millions d'années. Comment vivait Australopithecus afarensis ? L'un des secrets clés du succès et de la survie de cette espèce dans les forêts et les savanes de l'Afrique ancienne était son approche généraliste de l'alimentation. Comme nous, Afarensis était un omnivore généraliste, consommant une grande variété de matières végétales et animales. Alors que le singe s'aventurait dans les savanes au sein de certaines populations, des études montrent qu'il était en réalité plus à l'aise près des lisières des arbres, où une grande variété de matières végétales pouvait être trouvée de façon fiable. Un aliment préféré de cette espèce était les tubercules, qu'il pouvait déterrer du sol. Des plantes succulentes, riches en eau, pouvaient aussi être mangées si possible. Sur les savanes, Afarensis recherchait des herbes, qu'il pouvait mâcher grâce à ses dents robustes, recouvertes d'une couche d'émail bien plus épaisse que la nôtre. Des graines, tendent des racines et parfois des fruits complétaient ce régime, selon les régions. On suppose qu'Australopithecus afarensis, comme les grands singes actuels, recherchait également des insectes coloniaux, tels que les fourmis et les termites, qui auraient été disponibles en grande quantité en une seule fois. Il existe aussi des indices suggérant qu'Australopithecus afarensis aimait la viande quand il pouvait en obtenir. En 2009, le site paléontologique de Dikika, en Éthiopie, a offert aux scientifiques un fémur brisé d'un jeune bovidé, probablement une antilope, qui portait plusieurs marques uniques le long de son flanc. Celles-ci n'ont pas été infligées au hasard par un Australopithecus négligent, mais étaient en fait des marques de coupe linéaires faites dans l'intention de fendre l'os à un endroit précis. D'autres marques sur le fémur pourraient indiquer qu'une pierre a été utilisée pour l'écraser, peut-être dans le but d'en extraire la moelle. Si tel est bien le cas, ces entailles vieilles de 3 400 000 ans seraient le plus ancien exemple connu de boucherie dans les archives fossiles et n'auraient pu être faites que par Afarensis, compte tenu de l'époque et du lieu d'où elles proviennent. Il est peu probable qu'Australopithèque ait tué l'animal en question, car leurs outils n'étaient pas spécialement conçus pour la chasse. Il semble plutôt qu'il s'agissait d'une tentative de charognage, qui avait déjà été tuée par un grand prédateur. On ne sait pas à quel point ce comportement était courant, mais le régime alimentaire varié de ces singes leur a peut-être donné un avantage sur d'autres espèces plus spécialisées dans l'Afrique ancienne. Les outils en pierre qu'Australopithecus afarensis utilisait pour briser des os et des nids de termites étaient très simples selon les critères des espèces ultérieures, et on pense qu'ils n'étaient pas modifiés ou travaillés d'aucune manière avant leur utilisation. Contrairement à beaucoup de singes avant eux, ils étaient capables de reconnaître que si une pierre anguleuse était frappée assez fort sur un objet contenant de la nourriture, cet objet pouvait se briser, et un repas rapide pouvait être obtenu. Des pierres dentelées, suffisamment petites pour tenir dans la paume de la main d'un afarensis, étaient probablement l'exemple le plus courant d'outils utilisés par cette espèce. Mais de longues brindilles fines et des bâtons pouvaient aussi être utilisés pour faire sortir les insectes de leur nid. Bien sûr, les capacités technologiques allaient s'améliorer considérablement avec l'apparition d'espèces ultérieures, mais il fallait bien commencer quelque part, et c'était un bon point de départ. L'os hyoïde d'Afarensis était structuré d'une manière plus proche de celle des chimpanzés et des gorilles que des humains modernes, ce qui signifie que ces singes étaient encore loin de pouvoir développer des mots complexes ou un langage. Ils s'exprimaient probablement plutôt à l'aide de différents cris, hurlements, grognements, glapissements ou éclats de voix, de manière similaire à la façon dont les grands singes modernes communiquent. Le comportement ou la structure sociale est difficile à déterminer chez des espèces aussi anciennes. Cependant, vu les niveaux de dimorphisme entre mâles et femelles, les scientifiques supposent d'un compte qu'ils étaient très sociaux, comme nous. Les grands singes modernes qui présentent un dimorphisme, où les mâles sont plus grands que les femelles, ont tendance à être dirigés par un mâle dominant, et cette théorie a été avancée pour les afférences. En spéculant, un mâle pouvait être à la tête d'une troupe d'individus, où il pouvait avoir le droit de s'accoupler avec les femelles de son cercle immédiat.
Des défis lancés par des mâles rivaux pouvaient en survenir périodiquement, voyant les vieux mâles être chassés ou remplacés. Cela dit, les canines d'Australopithecus afarensis étaient relativement petites, ce qui est généralement un bon indicateur de l'agressivité des mâles chez les primates. Ils étaient peut-être beaucoup plus pacifiques qu'on ne le croit. Quoi qu'il en soit de leur pacifisme, le mode de vie d'Australopithecus afarensis semble avoir laissé des traces rhaanides sur leur corps. On a constaté que de nombreux individus étaient voûtés en vieillissant, ce qui pourrait indiquer que ces singes étaient encore en train de développer les colonnes vertébrales nécessaires pour soutenir une vie sur 2 jambes. Le surmenage du dos au fil du temps a entraîné une courbure de la colonne vertébrale chez plusieurs individus connus, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'Afarensis n'était pas adapté à ce nouveau mode de vie. Une locomotion excessive chez les humains modernes peut causer des tensions et lésions musculaires, ce qui a pu se produire ici. D'autres spécimens d'Afarensis ont été découverts avec des chevilles et des jambes fracturées et un incident catastrophique semble avoir tué plusieurs individus en une seule fois. Cet incident, potentiellement une crue soudaine, a enseveli les singes sur une colline rapidement et, du fait de leur dissimulation aux charognards, ils sont très bien préservés. Une autre théorie, moins acceptée cependant, affirme que les membres survivants du groupe auraient pu cacher les corps à un endroit éloigné de leur territoire d'origine. De cette façon, les maladies et les prédateurs attirés par leur mort ne représenteraient pas une menace pour les vivants, mais cette théorie reste à prouver. Un monde mortel. Australopithecus afarensis avait tendance à fréquenter une grande variété d'habitats à travers l'Afrique de l'Est, et l'espèce semblait être à l'aise partout, des forêts denses aux prairies ouvertes. Entre les deux, les singes auraient rencontré des zones humides d'eau douce et des marécages, des broussailles sèches et des rivières à courant rapide, chacune présentant des avantages et des menaces. À l'époque d'Afarensis, la saison des pluies était beaucoup plus marquée qu'à l'époque moderne, ce qui aurait conduit à une recherche saisonnière de différents types de nourriture selon ce qui était disponible. Bien que ces singes aient effectivement réussi à survivre et à évoluer vers des espèces d'hominidés ultérieures, l'Afrique comptait une faune de carnivores grandes et redoutables bien plus variées au Pliocène et au Pléistocène, et Australopithèque était une cible relativement facile. La plus grande menace pour Australopithèque, ainsi que pour presque toutes les espèces d'hominidés qui ont évolué après lui, était constituée par les grands félins. Les léopards auraient été des chasseurs terrestres et arboricoles redoutables, capables de traîner leur proie dans les arbres et de frapper dans un silence terrifiant, tandis que d'autres de la variété à dents de sabre étaient à leur apogée à l'époque d'Australopithèque. Dinophilus, Mégantherion, Homotherium et Machairodus étaient tous de grands félins puissants dotés de mâchoires robustes, avec des dents qui agissaient comme des couteaux, transperçant les crânes et les cous des singes qui tournaient le bec, le dos au mauvais moment. Au bord de l'eau, lorsque Australopithèque descendait pour boire, il devait se méfier des différentes espèces de crocodiliens qui vivaient dans les rivières et lacs troubles de l'Afrique de l'Est. Les crocodiles sont aujourd'hui parmi les prédateurs les plus répandus et les plus redoutables de nos eaux, et peuvent entraîner sous la surface des proies bien plus grandes qu'eux avec une relative facilité. Une fois qu'un crocodile attrapait un Australopithèque malchanceux dans ses mâchoires, ce n'était plus qu'une question de temps avant que la célèbre vrille de la mort ne commence. Les hyènes, à la fois charognards et prédateurs, étaient également abondantes dans les plaines. Les hyènes éteintes comme Chasmoportets auraient constitué une menace majeure pour l'Afarensis s'ils s'aventuraient trop loin de la sécurité des arbres, tandis que les espèces modernes du genre Crocuta se seraient révélées tout aussi mortelles. Il existe également des preuves suggérant que les jeunes Australopithèques pouvaient être attaqués depuis les airs. De nombreuses grandes espèces d'oiseaux prédateurs, principalement des aigles, pouvaient y fondre du ciel sans avertissement. Serres en avant, ce qui aurait rapidement eu raison du crâne d'un jeune singe. Australopithèque afarensis aurait également croisé certains des herbivores les plus impressionnants ayant jamais évolué. Les derniers sauts-calicotères survivants, comme Ankylotherium, des ongulés étranges ressemblant à des chevaux, ont peut-être croisé la route de ces singes. Tout comme Denotherium, un grand-parent des éléphants modernes doté de défenses acérées, orientées vers l'arrière. Une grande partie des espèces de mégafaunes que nous avons encore la chance de voir aujourd'hui dans les plaines africaines, comme les rhinocéros, les éléphants, les girafes et les zèbres, existaient déjà à l'époque d'Afarensis. Chacune d'entre elles jouait un rôle dans le maintien de l'écosystème dans lequel vivaient nos ancêtres.
Australopithecus afarensis, comme nous le savons, était loin d'être la dernière étape menant à Homo sapiens. Il y a environ 2,9 millions d'années, l'espèce a disparu des plaines d'Afrique et à leur place sont apparues de nouvelles espèces de singes bipèdes, qui allèrent ensuite conquérir le vaste monde au-delà de l'Afrique. Australopithecus afarensis donnerait naissance à Homo habilis, qui à son tour finirait par donner naissance à Homo erectus, puis à nous. Au fil du temps, ils auront connu des complications, des innovations, des dangers et de l'excitation, autant d'éléments qui ont contribué à faire de nous ce que nous sommes. Avec un peu de chance, les scientifiques continueront longtemps à faire des découvertes sur cette espèce.